Netflix, le géant du streaming américain, présente One Piece, le titan des mangas japonais. Sur la même affiche, donc, deux poids lourds du divertissement. Mieux, deux toutes puissances culturelles qui font alliance. One Piece est en effet le manga le plus lu au monde. Netflix décide d'en faire une série avec des acteurs en chair et en os. Alors, comment la culture manga s'est-elle progressivement imposée au monde entier ? Chapeau de paille, débardeur rouge et poing fièrement brandi, les fans auront reconnu au centre de l'image Luffy, le personnage principal de One Piece. C'est un pirate, comme la plupart des personnages présents sur cette affiche. Tous sont à la recherche du trésor ultime, le One Piece. Avec 106 tomes publiés entre 1997 et 2023, un demi-milliard d'exemplaires écoulés, One Piece est un phénomène littéraire comparable à Harry Potter. Un monument de la culture japonaise, déjà adapté avec succès en version animée, avec plus de 1000 épisodes diffusés à ce jour. Mais cette histoire n'avait jamais encore été racontée avec des personnages en chair et en os. En dévoilant cette affiche, Netflix dévoile donc le nouveau visage des personnages de One Piece. Autour de Luffy, les 4 membres de son équipage sont des copies presque conformes de leurs alter ego dessinés. Que ce soit Nami, avec son bâton et sa marinière, ou Zoro, avec ses cheveux verts et ses 3 sabres. Une manière de ne pas déboussoler les fans de la première heure. Juste en dessous, cette ligne de 5 autres personnages, les méchants de l'histoire. Les héros en haut, les méchants en bas, un procédé récurrent sur les affiches de films d'aventure. Pour ne pas trop s'éloigner du matériel d'origine, Netflix a cependant opté pour une affiche dessinée. Elle a été réalisée par l'artiste britannique Kyle Lambert, auteur des affiches de Stranger Things, autre série diffusée sur Netflix. Son processus créatif est à chaque fois le même. Il dessine le visuel sur une tablette graphique et le retouche ensuite. Dernier gage offert à la communauté des fans, la série a été imaginée et conçue en étroite collaboration avec l'auteur du manga, Eiichiro Oda, qui ne montre jamais son visage. Plusieurs scènes ne lui convenaient pas, il a demandé à ce qu'elles soient à nouveau tournées. Cette affiche a été dévoilée sur les réseaux sociaux de Netflix quelques jours avant la diffusion du premier épisode, le 31 août 2023. Elle a été vue près de 2 millions de fois pour sa version américaine. D'autres visuels avaient été publiés avant. Tous font partie d'une très large campagne de communication, incluant plusieurs bandes annonces et des avant-premières au cinéma devant un public de fans déchaîné. La presse du monde entier a relayé le lancement de cette série qui représente un enjeu financier majeur pour Netflix. Car la plateforme américaine n'a pas seulement investi dans la communication. La première saison a bénéficié d'un budget pharaonique de 144 millions de dollars, soit 18 millions par épisode en moyenne, un budget comparable à celui de la dernière saison de Game of Thrones, preuve de la volonté de Netflix d'investir dans la culture manga. Quelle stratégie déploie Netflix avec cette affiche ? Pauline Croquet est journaliste au quotidien français Le Monde, spécialisée dans le manga. Elle détaille pour nous ce visuel qui regorge de clins d'œil adressés aux lecteurs de One Piece, mais pas que. Avec cette affiche, Netflix essaye d'apporter des garanties aux fans du manga et du dessin animé One Piece, en leur montrant différents éléments. Les fans auront remarqué sans problème que de part et d'autre du bateau, on a 2 scènes clés où à gauche, on a Luffy qui reçoit son chapeau de paille, donc qui est son emblème. Et puis à droite, en fait, on a la scène d'exécution de Goldie Roger, qui était un très grand pirate et qui a caché le trésor qui s'appelle le One Piece, qui est finalement au centre de toute l'aventure. On fait appel un petit peu aux tripes des fans en leur disant « Rappelez-vous, ça c'est quand même des scènes très importantes, très attendues. » Netflix avait tout à fait conscience qu'il fallait vraiment rassurer les fans et même avant de montrer des premières images. On voit une vidéo notamment tournée par Netflix où l'acteur se rend au Japon, à Tokyo, dans l'atelier du mangaka. Et donc il y a une rencontre un peu comme ça, solennelle, très amicale, où il y a une forme d'approbation. Donc ça, je pense que le mot du maître, ce saut du maître a été très important. On voit aussi Iñaki Godoy faire la couverture du magazine Weekly Shonen Jump. Le Weekly Shonen Jump, c'est le magazine dans lequel est toujours publié One Piece, qui est un magazine absolument prestigieux, très très lu et très révéré par les fans de manga. Il y a le côté Luffy, Iñaki Godoy, dont l'acteur rencontre le personnage dessiné. Il y a
Il y a ce côté-là donc qui est assez important et on va dire qu'il fallait quand même montrer patte blanche. Et si Netflix a apporté autant de garanties, notamment auprès des fans, c'est que par le passé, elle a déjà essayé de réaliser des adaptations prises de vue réelle de manga et que ça s'est pas forcément bien passé. On pense par exemple à Death Note, qui a été énormément critiqué. On trouvait que l'adaptation avait été un peu ridicule par rapport à la série de base. Donc du coup, ils ont soigné la communication. Bien entendu, Netflix ne peut pas seulement se reposer sur la communauté de fans, aussi grande soit-elle. Il faut aller conquérir aussi des spectateurs qui soit n'y connaissent rien au manga, soit voire même parfois ont des a priori là-dessus. En montrant cette affiche, Netflix en fait dit aux spectateurs il y aura plein de personnages, il y aura plein de lieux différents, il y aura plein d'actions. On a mis les moyens et en fait, partez à l'aventure avec nous, tout en reprenant effectivement cet imaginaire à la fois du cinéma d'aventure qu'on connaît et aussi des films de pirates, quoi. Un peu comme Pirates des Caraïbes ou autre, avec des affiches chorales, avec plein de personnages, avec plein de navires. Le manga aujourd'hui semble faire l'unanimité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Rafik Djoumi est journaliste spécialisé dans la pop culture. Il nous explique comment la culture japonaise a d'abord été une niche en France, avant de devenir grand public, jusqu'à cette adaptation de One Piece pour Netflix. Cette affiche d'une énorme série Netflix, en fait, elle montre qu'aujourd'hui, la culture dite manga, la culture japonaise, la culture populaire japonaise, ne fait plus peur, ou en tout cas ne s'adresse pas à un public particulier, à une niche. Et les codes visuels que cette affiche invoque, qui sont vraiment des codes du manga, en gros, ne font plus peur. Concernant l'animation japonaise en Occident, on revient de très très loin. C'est vraiment avec l'arrivée de Goldorak en France en 1978 que les hostilités vont être déclarées. Goldorak, tel qu'il est vécu par les adultes, c'est un samouraï et une machine de guerre venue du Japon. Et donc là, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, il est encore très présent dans cette génération. Donc on a des images comme celle publiée par le magazine Lui, voilà, qui assimile littéralement le personnage créé par Go Nagai avec l'ombre, le spectre, le souvenir d'Adolf Hitler. Le Japon, c'était l'allié de l'Allemagne hitlérienne. Pour les adultes de l'époque, c'est une tentative de reconquête des consciences par un Japon belliqueux. Il ne faut pas oublier au passage que ces séries animées japonaises, elles sont extrêmement ludiques à regarder, très bien faites et surtout très très peu chères. Et ça va notamment servir le succès d'une émission pour enfants qui va être absolument gigantesque, qui est le Club Dorothée, qui va vraiment faire construire une grande partie de sa réputation sur les dessins animés emblématiques qu'elle va diffuser. On part de Candy dans les années 80 à Dragon Ball dans les années 90. Et comme cette émission, le Club Dorothée, cristallise d'une certaine manière la culture de l'animation japonaise en France, elle va être l'objet d'attaques ciblées, notamment de la part de politiques. On pense bien sûr à Ségolène Royal, future candidate à l'élection présidentielle, qui va commencer un peu sa carrière politique en attaquant de front cette émission et en publiant un livre qui s'appelle Le ras-le-bol des bébés zappeurs, dans lequel elle tente de démontrer que la culture japonaise est un parangon de violence et de perversion et que ça se transmet directement à nos enfants via ces dessins animés. Au milieu de toutes ces violentes critiques qui ciblent quand même des productions télévisuelles, va arriver Akira, qui est donc lui un film de cinéma qui va vraiment faire exploser les rétines de tous les ados d'Europe, entre autres parce que c'est une synthèse parfaite de tout ce qui leur plaît à l'époque, qui va de Blade Runner à Mad Max 2, augmenté de toutes les thématiques japonaises, spécifiquement japonaises, auxquelles on est peu coutumier. Ça va être le catalyseur de cette idée qu'il y a au Japon des choses merveilleuses qui n'attendent que d'être découvertes. À la fin des années 90, donc les choses se sont un petit peu calmées, et donc il est enfin temps de découvrir celui qui depuis 20 ans fait des succès réguliers au Japon, à savoir le grand Hayao Miyazaki. Et donc ces films vont commencer à être distribués en salle et vont faire vraiment des succès énormes, notamment Le Voyage de Chihiro qui chez nous va faire 3 millions d'entrées environ. Et la chose merveilleuse avec Miyazaki, c'est qu'il semble mettre absolument tout le monde d'accord. C'est-à-dire à la fois les amoureux originels de l'animation japonaise et ceux qui l'ont longtemps combattu. Et donc ça nous mène effectivement à One Piece, qui est une forme, on va dire, de... Voilà, maintenant c'est scellé. Maintenant, cette culture japonaise, elle fait partie de la culture populaire internationale et tout le monde, plus ou moins, en accepte l'existence et les codes.
Si la France reste le deuxième pays consommateur de manga au monde, cette culture s'exporte de mieux en mieux, notamment aux États-Unis et en Allemagne, ce qui peut expliquer le succès de One Piece sur Netflix. La série a d'ailleurs d'ores et déjà été renouvelée pour une saison 2. Le géant du streaming semble donc bien déterminé à continuer d'exploiter ce filon. Sur sa plateforme, il diffuse de nombreux titres cultes en version animée, comme l'Attaque des Titans ou Naruto. Et fin 2022, Netflix avait déjà annoncé l'adaptation en film d'un autre manga hyper populaire, City Hunter, et son héros, Nicky Larson. Voilà, c'était une enquête signée Robin Andraka pour le Dessous des images. Salut à tous.